À une activité en danse. Je tiens à avoir un discours assez positif parce que je pense que c'est assez difficile maintenant de tourner en extérieur. Donc on a besoin d'avoir toujours pas mal d'endroits de tournage parce que le cinéma c'est une espèce de matière intangible qui va toujours tourner ailleurs. Mais bon, on a besoin d'avoir des friches. Oui, on tournera dans des friches. On a besoin des décors naturels, bien sûr. On a besoin des décors naturels. Et on a aussi besoin d'utiliser les studios. Donc on va demander à nos amis producteurs de revenir au studio, c'est-à-dire d'être capables de considérer d'une manière un peu avec plus d'acuité ce qu'ils vont dépenser sur une friche et ce qu'ils vont dépenser en studio. Voilà, on a besoin qu'il y ait des studios de taille moyenne et des petits studios, parce qu'on a aussi énormément de petits studios. Enfin, pour le long métrage, la fiction, on va dire que c'est des studios de taille moyenne comme, on va dire, Aubervilliers, Stein, Épinay, il y a Provence Studio à Martigues, etc. Il y en a. Voilà. On aimerait en développer plus. D'ailleurs, on pense que vraisemblablement dans un futur assez proche, il va s'en développer en région, un peu comme à l'image de l'Allemagne où chaque Länder a ses studios. On peut imaginer qu'en région, c'est intéressant aussi d'avoir une base arrière, c'est-à-dire que les gens vont tourner en région, évidemment, pour filmer le paysage, pour filmer les villes, mais ils ont souvent besoin en production d'avoir une base arrière qui est le studio, un endroit où on a forcément des choses techniques à tourner, etc. D'ailleurs, oui, je voulais signaler que le studio a plusieurs manières d'accueillir un tournage. Un studio, ça peut être aussi un camp de base pour un tournage extérieur. C'est le cas notamment à Brie. La qualité de Brie qui fait que c'est un studio qui séduit énormément les techniciens, c'est qu'il y a beaucoup d'ateliers en fait. C'est une quantité d'ateliers par rapport aux quantités de plateaux qui est unique en France. C'est aussi pour ça évidemment que les décorateurs sont trop contents d'avoir des ateliers. Ce qui nous permet d'avoir des films en préparation qui tournent sur place, des films en préparation qui vont tourner en extérieur. Alors, c'est important aussi, nous, pour notre qualité de travail, puisqu'on a une main-d'œuvre qui est extrêmement qualifiée en France, d'avoir des endroits qualifiés pour travailler et des endroits qui sont à la norme, qui sont sûrs. Voilà. C'est toujours mieux de travailler dans un studio avec les machines et tout l'environnement qui permet de travailler de manière correcte, rapide et ultra professionnelle et sûre, en sécurité, quoi. Plutôt que de se retrouver dans des friches qui ne sont pas gardiennées, où il y a des problèmes de parking, de chauffage, de sécurité, de salubrité. Mais bon, on a besoin aussi des friches, parce que des fois c'est la bonne solution pour un film. Il ne faut pas dire non plus qu'on veut faire tout en studio, qu'on veut tout faire en France. Nous, on raisonne maintenant d'ailleurs à un niveau européen. Vous savez, on a fondé une fédération européenne de la création des costumes et du décor, très récemment. Et c'est aussi pour étudier ce genre échanger sur tous ces sujets-là au niveau européen. Et on est aussi en contact avec une plateforme aux États-Unis qui est le Production Designers Collective pour aussi échanger à travers des forums sur des sujets qui finalement, malgré les différents systèmes d'organisation des différents pays, on retrouve souvent les mêmes écueils, les mêmes difficultés. Voilà, donc, alors, comme Pascal le disait, il faut se poser la question de pourquoi cette activité en dents de scie, pourquoi les difficultés d'amener des films en France. Donc, par rapport à l'Angleterre, c'est clair, je l'ai dit, il y a l'attractivité des tax shelters, donc on peut se poser des questions sur notre crédit d'impôt. Ces questions-là, il faut qu'on se les pose vraiment avec aussi, c'est crucial, parce qu'il faut expliquer, on a encore des députés à la Chambre qui pensent que c'est une niche fiscale, le crédit d'impôt. Alors, comme tous les pays autour de la France et dans le monde, une bonne partie du monde et de la production ont cet outil qui est le tax shelter, le tax rebate, même à l'intérieur des États-Unis. Il faut savoir qu'à l'intérieur des États-Unis, il y a une compétition féroce entre les États pour attirer des projets. En ce moment, énormément de production à Atlanta, par exemple. Et en Californie, qui est un État cher, parce que c'est un État riche et où on vit bien, les gens sont bien payés, ils sont encore les premiers en production, mais ils ont du mal à conserver leur production parce que, évidemment, les producteurs de manière internationale, ils vont là où il y a le bon tax rebate. Donc c'est le cas, ils investissent au Canada, ils investissent au Mexique, ils investissent en Angleterre. Voilà, donc ils investiront un peu moins en France. Alors ça, je pense que Daniel Delume pourra nous expliquer, ou voilà, pour quelles raisons notre crédit d'impôt n'est pas compétitif pour l'instant.
Mais il est ultra nécessaire, évidemment. Après, c'est vrai qu'on a des instances qui soutiennent notre cinéma. On a un pays qui soutient son cinéma national, ce qui n'est pas forcément le cas des pays autour de nous, qui eux soutiennent un plein emploi. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'il faut qu'on réfléchisse à trouver un équilibre de façon à ce que l'activité des studios soit pérenne et qu'elle soit économiquement viable. Moi, je discutais avec Aline Bonetto, qui est donc une décoratrice très connue, qui travaille beaucoup en Angleterre, qui travaillait à la Warner pendant plusieurs années, pendant 3-4 ans. Et elle me dit que globalement, là-bas, en production, les gens ne discutent pas les prix catalogues. Parce qu'on sait que les prix des studios sont à peu près les mêmes en Angleterre et en France, le prix du mètre carré. Simplement, en France, ça va toujours être une variable d'ajustement. Vous savez que pour arriver à conserver des films sur les territoires, pour les relocaliser, il va y avoir des négociations et on va rabaisser les marges. Et donc, c'est pour ça que l'économie d'un studio, elle est très difficile à maintenir en positif, quoi. Alors, donc la raison d'être positive, c'est que le coût des tournages dans les villes augmente, dans toutes les grandes villes européennes et françaises, augmente considérablement. Les difficultés de tournage augmentent également. Donc ça, c'est des raisons d'être confiant. D'autre part, avec le développement des séries, les séries sont très souvent fondées sur des décors récurrents. La deuxième, la troisième année, c'est le même commissariat, le même hôpital, etc. Donc ils ont besoin de plateaux et de conserver leurs décors. Donc ça, ce sont les tendances à long terme. Mais Daniel Delume, qui a produit, alors il vient d'être directeur de production du dernier film de Michel Avicius, qui a été tourné à Brie-sur-Marne. On a tourné à Brie, en fait, sur 11 semaines de tournage, on a voilà. tourné 8 semaines. Mais qu'est-ce qui fait que, quand même, dès qu'un film français avait budget important et tournait en studio, ces dernières années, il avait tendance à aller en Hongrie ou en République tchèque. Comment se fait-il que celui-là, d'ailleurs, se retrouve en France? Alors, à l'origine, dès le départ, c'est un choix du producteur de tourner en France. Donc, il y a eu des discussions, et Michel Hazanavicius, le réalisateur, était enchanté, et moi aussi. En sachant que, moi j'ai tourné en Hongrie, j'ai tourné en Belgique, j'ai tourné au Luxembourg, j'ai tourné en Angleterre aussi, en studio. Ce que je reproche souvent aux producteurs et même aux gens qui parlent des studios, je suis désolé, je vais pour le Spectateur Express, c'est que chaque film est un cas différent et il faut comparer chaque fois ce qui est comparable. C'est-à-dire, moi j'ai eu des producteurs pour lesquels j'ai fait un devis en France, qui ont envoyé ce devis en Angleterre, qui ont fait remplacer les salaires français par les salaires anglais, donc avec les fameuses charges moins chères, et on dit, tu vois, c'est moins cher de tourner en Angleterre. C'est pas vrai. Il faut faire un devis, envoyer le scénario, faire un devis par un directeur de production anglais, et qui va organiser son devis dans la manière dont on organise un film au Royaume-Uni. C'est-à-dire, je parlais avec un chef décorateur avec qui on a travaillé il y a 20 ans ensemble avec une équipe anglaise, il y avait 2 accessoiristes sur le plateau, un accessoiriste et son assistant. En France à l'époque, et encore maintenant, c'est rare qu'on ait un assistant accessoiriste à part quelques scènes. C'est-à-dire que la manière de produire les films anglo-saxons, américains, évidemment, et moi ça je l'ai vécu sur 2 films au tournage aux États-Unis, il y a, allez moi je vais dire entre 30 à 35 personnes de personnel en plus. Donc c'est pour ça que comparer 2 devis, il faut le comparer dans la manière dont on travaille dans chaque pays. La Hongrie, j'ai tourné un film qui s'appelle HHHH il y a 3 ans. J'avais une semaine, par exemple, en décor naturel avec 2 acteurs. J'avais 180 personnes à la cantine tous les jours. J'aurais eu 55, 60 personnes sur un film français, peut-être même moins. Donc les choses ne sont pas comparables. En Hongrie, vous avez un chauffeur pour chaque véhicule. En France, vous avez un chauffeur qui va peut-être amener un comédien de matin, mais il va faire autre chose dans la journée. On a une manière de travailler qui vient d'ailleurs souvent de l'école de la Nouvelle Vague. À l'époque, on a quitté le studio pour aller tourner le plus léger possible en extérieur. Donc il faut comparer des choses comparables. Pour revenir un peu sur le studio, j'ai pas mal de choses à dire. Alicante, on en parle très peu. Les grands studios d'Alicante, superbes, etc. Je travaillais à l'époque chez La Petite Reine, je ne me suis pas occupé d'Astérix, j'étais sur un autre film. Mais voilà, c'était super, etc. Du crédit d'impôt pour aider les films à venir. Les studios d'Alicante sont abandonnés. Il ne se passe plus rien. Pourtant, c'est un très grand studio. Oui, juridique, mais aussi il y avait très peu de demandes. Il y avait très peu de films. Pour des raisons aussi, pourquoi à Alicante, il n'y a pas de main-d'œuvre. Oui. Évidemment, il fallait faire venir les gens de Barcelone, de Madrid, etc.
Il y a tous ces paramètres-là, donc ce n'est pas que les grands plateaux. Et puis, je pense que vous en avez parlé déjà tout à l'heure, mais il y a ce problème du crédit d'impôt. Pourquoi le Luxembourg, qui n'est quand même pas connu pour un pays hyper cinéphile et qui qui a plein de réalisateurs, pourquoi on tourne sans arrêt au Luxembourg? Parce qu'on a un crédit d'impôt qui est de 50%, voire parfois avec des petits arrangements, etc., à plus que ça. J'ai fait un film où j'ai dépensé 1,7 million, j'ai eu 1,5 million de crédit d'impôt au Luxembourg. On sait que c'est le blanchiment d'argent du Luxembourg. Mais c'est officiel, c'est légal, c'est européen. Donc à un moment, les Américains ont beaucoup tourné au Luxembourg à un moment. Alors c'était pas un problème de grand plateau, c'est qu'ils avaient 50% de crédit d'impôt contre 20 à l'époque en France. Donc il y a un vrai problème de crédit d'impôt, du montant du crédit d'impôt et de l'assiette. On en parlait l'autre jour, Serge. C'est-à-dire qu'un acteur américain en France qui vient tourner en France, il y aura 0 de crédit d'impôt sur lui, quasiment, parce que c'est 400, on va dire 0. Il va être en Angleterre, il aura du crédit d'impôt sur son salaire là-bas et il paiera même une partie de ses impôts là-bas. Tant mieux, ça fait de l'argent qui rentre. J'ai préparé un film qui s'est pas fait, un Fantomas, qu'on devait tourner en Allemagne, avec Vincent Cassel. Le salaire était, on va dire, je dis n'importe quoi, 2 millions d'euros à l'époque. J'aurais eu 20% de crédit d'impôt en Allemagne sur le salaire de Cassel. 20% de 2 millions, on parle de 400 000 euros. En France, j'aurais eu 20% à l'époque, maintenant 30, sur 400 euros par jour. Voilà, alors que c'est plutôt, dans ce cas-là, 40 ou 50 000. Donc il y a un vrai problème de l'assiette du crédit d'impôt en France, et c'est pour ça que les Américains, vous parlez de Mission Impossible, pourquoi ils sont partis en Angleterre faire des studios? Parce que toutes ces sommes-là ne sont pas prises. L'hôtel aussi, c'est pareil, le plafond du crédit d'impôt ou une chambre d'hôtel en France, le crédit d'impôt, c'est 200 euros. Quand vous avez des acteurs américains qui ont des suites à 2 000, 3 000, 4 000 euros, donc on prend le crédit d'impôt que sur 200 euros. Donc le problème est juste sur le crédit d'impôt. Vous mettez un crédit d'impôt à 40, on est en Belgique à 45, quasiment 50%. Au Luxembourg, pareil. En Hongrie, on est à 25%, plus les salaires. J'ai fait HHH avec des acteurs américains, une partie des salaires américains passaient aussi en crédit d'impôt. On n'est pas du tout, c'est pas équitable, d'abord, je trouve ça étonnant au niveau européen qu'on ne dénonce pas ces choses-là. Et deuxièmement, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans une concurrence loyale. Donc il faut que le crédit d'impôt change, passe au moins à 40 et sur une assiette plus large. Et là, on pourra travailler. Il n'y a pas d'autre solution. En tout cas, on pourrait le faire parce que les parlementaires disent qu'il y a un effet d'aubaine. C'est-à-dire que si on élargit l'assiette, par exemple sur les comédiens, il y a des films qui de toute façon se tourneraient en France, où d'un seul coup, les comédiens, ça va monter leur salaire. Mais les Allemands, ils ont réglé le problème, ils ont monté le crédit d'impôt à 45% pour les films étrangers. Je ne sais pas si l'Union européenne acceptera, mais en disant, attendez, les films étrangers, de toute façon, il n'y a pas d'effet d'aubaine, ils viennent chez nous ou ils vont ailleurs. Donc ça, on pourrait le faire. Mais c'est un enjeu absolument fondamental. Le succès des studios britanniques, c'est qu'ils ont été les premiers à créer ces crédits d'impôt qui ont attiré la production américaine. Et pour prendre un exemple sur la Belgique, moi je suis souvent un relocalisateur. C'est-à-dire j'ai des producteurs qui disent on va tourner en Belgique, on a un accord, etc. J'ai un exemple assez précis. J'ai un acteur français, parce que quand on va faire un film français en Belgique, on amène quand même pas mal de Français. Évidemment, souvent le réalisateur, souvent son assistant, le chef opérateur, parfois le chef déco, etc., etc. Parce que la Belgique, c'est super, mais il n'y a pas des milliards de techniciens. Et c'est drôle parce que j'avais un acteur qui tournait une semaine le lundi, le mercredi et le vendredi. Et évidemment qu'il n'allait pas faire l'aller-retour avec Paris, donc il est resté toute la semaine là-bas. Donc vous payez un acteur pour 3 jours de travail, de tournage, vous lui payez une semaine d'hôtel, une semaine de défraiement, et bien sûr l'aller-retour Bruxelles. Il me coûtait plus cher en voyage, en hôtel et en défraiement que le prix de ces 3 cachets. Donc le producteur vous dit, oui, mais tu as 40% de crédit d'impôt là-dessus. Mais un film qui coûtait 5, au final me coûtait 6. Et était financé parce qu'il y avait une partie du taxateur. Donc à un moment, on augmente les coûts des films de manière un peu truquée, mais parce qu'on a du crédit d'impôt. Donc je pense qu'on peut chaque fois, si on réfléchit, chaque fois, et non pas tout de suite se jeter sur la Belgique ou le Luxembourg, c'est encore pire, parce qu'on peut se suicider au Luxembourg, tellement c'est triste. Hein, je vous promets. Ceux qui ont tourné de ça, hein, c'est un enfer. Et voilà, mais c'est sûr que pour certains comédiens en France aussi, comédiens français qui vont tourner au Luxembourg, ils ont une retenue à la source de 10%, donc ils ne payent que 10% d'impôts sur des cachets parfois 1 ou 2 millions d'euros,
Et après, il y a un accord entre le Luxembourg et la France qui fait que cette partie des impôts n'est pas calculée dans leur impôt français. Donc là aussi, il y a certains comédiens qui ont envie d'aller au Luxembourg. Et ne parlons pas, un peu plus de provoque, de certains comédiens importants français qui permettent de financer des films, qui sont fiscalement en Belgique ou ailleurs, qui fait que le film, on est obligé d'aller tourner en Belgique pour que cet acteur puisse le considérer comme ayant travaillé là-bas, puisqu'il ne faut pas, quand vous êtes fiscalement à l'étranger, travailler plus de 6 mois en France, autrement vous êtes fiscalement en France. Donc il y a aussi des acteurs français fiscalement à l'étranger qui font tout pour qu'on ne tombe pas en France pour ne pas dépasser 6 mois. Donc entre le crédit d'impôt et ses avantages, un peu, et là on parle vraiment des niches fiscales, donc voilà, je pense qu'il faut travailler sur le crédit d'impôt. So Jeremy, it's to you. So you're a producer, successful producer, and you're entering the business of studios. So of course, in England, in the United Kingdom, there are many huge and very profitable studios, but there are a lot of studios. So it's a very competitive business. How come you decided to enter this business? A good question. Hello. I was approached by a number of property developers who were looking for land and have substantial amounts of money in which to invest in that land, and were looking for different ways to develop land. Planning permission in the UK is complicated and takes a long time, and it's often to do with what you're going to do with the land. So that's, to answer your question, why I came upon it. And finding the particular piece of land is very difficult. We are exploring places, one in Bournemouth, which is the south of England, one in Birmingham, and one near London. Donc la question c'était, vous êtes un producteur, et pourquoi est-ce que vous vous lancez aussi dans les studios? Donc c'est un milieu fort compétitif en Angleterre. Il a dit qu'en fait il a été contacté par des gens de développement foncier qui avaient beaucoup d'argent et qui voulaient acheter des terres. Et en Angleterre, c'est très long d'acheter, de faire valoriser le terrain, et ça dépend beaucoup de ce que l'on fait avec. Et donc l'idée d'utiliser pour faire fructifier l'argent et de faire un studio était une possibilité. Et c'est comme ça en fait qu'il est rentré dans ce business du studio, par ce porte-là. Et que là, ils sont en train d'explorer 3 terrains, un à Bournemouth dans le sud, un à Birmingham et un près de Londres. So you say it's because of the land, but why wouldn't they build houses or offices on the land? Why studios would be better? It's to do with mixed use, and yes, they would like to build houses, but often the area that you want, particularly with a backlot, is a site of scientific interest. And it's SSI, and particularly in Bournemouth, interestingly enough. And so you have to change the planning rules. And if you want to change the planning rules, then you have to get the government to agree that it is important to change those planning rules. And the government sees new media as being very important, and also labour generation. Those are 2 key factors in this. So if you build a studio, you also have to build a number of ancillary things as well, including perhaps a hotel. And in Bournemouth's case, there's 2 levels of hotel. There are crew hotels, which are simpler, and there are expensive hotels, which perhaps the stars stay in, but also other people can stay. There is a requirement in Bournemouth for new hotels, very badly. And there are crews, they already exist, or you have to create those crews? Alors, la question était pourquoi est-ce que les développeurs se lancent dans les studios et pourquoi ils ne font pas des apparts ou des immeubles pour gagner plus d'argent plus rapidement. Et la réponse est qu'évidemment, ils aimeraient bien, que ce serait beaucoup plus simple pour eux. Mais en fait, au Royaume-Uni, il y a le POS, le plan d'occupation des sols, est assez strict.
et que donc ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, et que les terrains dont ils parlent sont des terrains assez vastes, parce qu'il faut un backlot important, et que pour changer les règles et pouvoir construire, il faut donc changer les trucs d'urbanisation. Et ça, c'est le gouvernement qui le fait, ils ne le font que si c'est important. Et par exemple, à Bournemouth, il y a des considérations scientifiques sur ces terrains, et que la manière de changer et de pouvoir construire se fait donc uniquement si le gouvernement pense que c'est important. Et donc là, le biais qu'ils ont, c'est que le fait d'apporter du nouveau média, on fait des choses sur le média, et de créer des emplois, et pas juste fabriquer un immeuble, et la chose que le gouvernement trouve que c'est important. Et par exemple, à Bournemouth, il y a un problème d'hôtels dans la région, et que là, il créerait des hôtels à 2 vitesses, des hôtels plus simples pour les techniciens, mais aussi quelques hôtels plus luxueux pour l'équipe ou les stars, qui pourraient être utilisés aussi ensuite par tout le monde. But Jeremy, as far as employment is concerned, there are already technicians in those two cities, or you will have to form them. Est-ce qu'il y a dans ces deux villes, est-ce qu'il y a déjà des techniciens disponibles pour travailler sur les studios, où il va falloir les former, les éduquer? Interesting question. As my colleague here said, that to run a studio, you have to have a good level of technicians, and that is part of the requirement. The general view is that they will travel where there is work. Is there enough of them? Yes, there is, and we need more. What is interesting about both Bournemouth and Birmingham is they have two very big film schools, particularly Bournemouth. And so there are a number of young people who want to get in the industry, and the apprentice system is very good in the UK, and they're trying to bring a lot of new people through. But certainly, we never have enough good technicians. Donc la réponse est que, comme il a été dit avant, c'est bien sûr super important d'avoir des techniciens, assez nombreux et de bon niveau. Bon, la réponse générale, c'est que probablement les gens vont voyager jusque là où il y aura du travail, mais effectivement, il y a assez de techniciens, mais bien sûr, on a besoin toujours de plus. En revanche, pour le choix des endroits, à Bournemouth particulièrement, mais aussi Birmingham, il y a des écoles de cinéma qui sont de bon niveau, et que le système d'apprentissage au Royaume-Uni est assez bon et effectif, et du coup il y aurait probablement beaucoup de gens de ces écoles qui seraient contents de pouvoir travailler dans les studios. Mais on a toujours besoin de bons techniciens. And the land, will your investors buy the land, and will you be supported, will they be supported, will you be supported by local government or the national government? Est-ce que les investisseurs vont acheter le terrain et est-ce qu'ils vont être soutenus par l'État ou les gouvernements locaux, les collectivités locales? In all the projects it's different, and I'll explain the two differences. But essentially, it is much better for us and for the local government if they own the land. And so they are capable of getting cheap loans from the government to buy capital land, and depending on the figures, obviously. This then can be rented to the promoter for a long period, 100 years or so. And what this means is that they can also invest in it as well. Whereas if it is private land, which is another case, it is much more difficult to get government investment because of all the rules. However, they can provide money towards, for instance, roads, infrastructure, but not investment in the site itself. And the case of Bournemouth, interestingly enough, the county is seen to be poor, and so they have a big fund for investing in interesting projects like this. And they're going to rent the land at a low price. Est-ce qu'ils vont, les collectivités locales vont louer ah non, Yes, once a question. Donc il dit que
la réponse est différente enfin, il y a différentes réponses selon les différents lieux, mais qu'en général, le but est de faire que le gouvernement local fasse un emprunt pour acheter lui-même les terrains et qu'ensuite il les reloue à la société des studios pour plusieurs raisons. Bon, d'une part parce que c'est plus facile pour eux de l'acquérir, mais aussi c'est plus facile pour que le gouvernement local puisse investir dans la construction des studios et enfin dans la compagnie s'ils sont eux-mêmes propriétaires des terrains, alors que c'est plus difficile de les faire investir si c'est un terrain privé, enfin voilà, acheté par la compagnie. Et que donc l'idée c'est ensuite de faire des locations à longue durée. Voilà. Sinon, en général, la seule chose qui est facile pour la région pour investir, c'est uniquement pour les routes ou les infrastructures, et non pas pour la construction s'ils ne sont pas eux-mêmes propriétaires. Et à Bournemouth, ils sont assez pauvres en terrain, etc. Donc il y a des fonds disponibles pour ce genre d'achat. You said that it's the rent will be for a long term. What could be this term, and will it be rented at a very low price? The low price is an interesting one because how you put a value on it is what is complicated. Yes, to answer your question, but that's because they're a partner in the project as well. So it's not seen as low rent; it's maybe seen as subsidised rent. And in terms of term, no property developer will get involved in anything less than 25 years. But we would look for something like 99 years. The other interesting thing is that no property developer will get involved in such projects unless they think in a large proportion, as much as 70%, has guaranteed income. Now that's very difficult, and that's where all these projects fall down. And in the case of film studios, you're talking about other entreprises on the same site, and up to 70%. So computer graphics, special effects, all of the ateliers, all of those people, wood yards. There's a number of ways of doing this. The new camera companies, the new lighting companies, you have to have them involved in the process as well. So it's quite a complicated process. Donc ils disent, la question était, est-ce que les locations seront de longue durée? Est-ce que ce seront des loyers à bas prix, à bas coût? Donc la réponse est évidemment comment on évalue le prix de ce genre de choses, et qu'en fait ce n'est pas vraiment, enfin oui, il y a un loyer assez bas, mais en fait ce n'est pas un loyer bas, c'est davantage un loyer soutenu, donc cofinancé de fait par la région. Les investisseurs privés, eux, ne partent sur rien si ce n'est pas 25 ans minimum de bail, non résidable, et ils visent plutôt du 99 ans. Et en général, les studios n'arrivent pas à se monter parce que les investisseurs privés veulent à peu près 70% de la valeur de l'affaire sur lequel ils puissent avoir un retour financier. Donc ils disent, l'idée en fait le plus important, c'est non pas d'avoir le studio, mais de pouvoir avoir à peu près 70% de la valeur en choses annexes, qui sont soit les ateliers, soit de faire venir les nouveaux opérateurs, enfin qui sortent des nouvelles caméras, la charpenterie, enfin toutes ces choses-là, pour que les gens viennent et apportent à peu près 70% de travail externe au studio proprement parlé sur place. D'accord. So we'll come back to you with questions. Maintenant, on passe à Épinay-sur-Seine. Éric Moreau, alors les studios d'Épinay sont des studios célèbres, historiques. Là aussi, il y a un superbe plateau de 400 mètres carrés, plus je crois 4 autres plateaux, c'est ça. Là aussi, les T7 ne possédaient pas le foncier. Je crois qu'il y a un changement parce qu'il vient de signer avec le propriétaire du foncier une promesse de bail, donc ça va changer fondamentalement la situation puisque ça va. Il est évident que quand l'exploitant du studio ne possède pas le foncier, il n'est pas
il n'est pas incité à investir. À partir du moment où il est propriétaire du foncier, ça va changer les données. Je crois que Brie-sur-Marne a presque 50-50 entre cinéma et séries télé comme client. Épinay, vous voulez dire? Non, Brie-sur-Marne pour... Un peu moins, mais c'est vrai que le devenir aujourd'hui du marché du studio se ressent sur la série, effectivement. Ouais. C'est un marché émergent depuis 2-3 ans, avec les séries premium qu'on voit arriver. Et effectivement, c'est un marché qui va être intéressant, mais on en est à 30% en moyenne. On a 30% de séries. Sur le reste, c'est le long métrage et un peu de films publicitaires. Mais c'est surtout le long métrage aujourd'hui. Mais la série tente à arriver en force. Et à Épinay, justement, c'est comment C'est difficile à dire parce que c'est tellement variable d'année en année. Quand on a une grosse série qui prend 2 plateaux toute l'année ou pendant 2 ans, ça devient du 70%. La tendance, c'est que ça reste quand même majoritairement cinéma, mais on voit se pointer effectivement de plus en plus les séries télé. Il y a eu Capa qui s'est fait à Brie, mais on en a eu d'autres. On voit aussi la télévision pointer son nez un petit peu, puisqu'il y a une espèce de porosité qui se crée maintenant. Ça c'est un autre sujet, mais les gens de la télé sont confrontés face à une sorte de monopole aujourd'hui à la plaine Saint-Denis, un peu sur un territoire homogène. Quand tu dis télé, c'est par rapport à la série, c'est les émissions de flux. C'est ce qu'on dit le flux en jargon, mais la télé, les émissions de télévision, quoi. Donc ça commence à se mélanger un petit peu, mais le cinéma, ça reste le cœur de cible, on pourrait dire. Enfin, en tout cas pour les studios d'Épinay, je pense que c'est le cas pour les studios de Brie, tu viens de le dire, et aussi les autres studios. Épinay, ça a été repris par un TSF il y a une dizaine d'années maintenant. Ça appartenait auparavant au groupe Éclair, qui était un groupe de cinéma, mais qui s'en était débarrassé parce qu'ils n'arrivaient pas à les rentabiliser comme ils voulaient. À l'époque où TSF a repris Épinay, à peu près personne n'en voulait, mais ça a été clairement repris pour rester un outil cinéma. Aujourd'hui, ça se développe. L'idée de TSF de partir avec ces bons axes, c'est effectivement se porter acquéreur du foncier, là dans les semaines ou dans les mois qui viennent, de manière à pouvoir avoir les coups des franches sur rénover durablement le site. On a un petit retard de fonctionnement au niveau des ateliers par rapport à nos confrères, c'est assez flagrant. Et puis rajouter au moins un plateau supplémentaire pour satisfaire l'offre. On est dans des studios qui sont quand même assez confortables en termes de proximité à Paris, que ce soit d'ailleurs Brie ou Stein ou Aubervilliers ou nous. On a quand même une offre qui n'est pas trop mal. Le danger aujourd'hui, globalement, c'est foncier. On est uniquement, je parle en général, hein, on est sur une 50aine de plateaux et à peu près la moitié qui sont supposés être en danger, on va dire à l'échéance de 5 ans. Donc il y a une menace. Le paysage aujourd'hui convient encore à peu près correctement à la demande, mais il y a une menace qui se crée. Voilà. Donc Épinay, l'histoire de maîtriser le foncier, c'est ce qui manque sans doute à nos confrères aujourd'hui. C'est un enjeu qui est super important. Et puis ça nous oriente, nous aussi, vers notre dynamique en direction de la base de 117 de Bretigny, ou du Plessis-Pathé, comme on veut, parce qu'il faut faire attention aux mots, parce que c'est une communauté d'agglomération au cœur d'Essonne qui comprend une vingtaine de communes, et c'est pas seulement Bretigny. C'est la base de 117. Donc justement, parlez-nous de cette base 217. Déjà, TSF avait construit un backlot, comme on dit, un décor extérieur pour l'empereur de Paris, mais l'objectif, c'est de développer là de grands studios, parce que il y a vraiment de la surface. Voilà. Quels sont vos projets et vous en êtes où? Déjà, l'opportunité, elle est là aussi territoriale. Enfin, il s'est passé, si on fait une comparaison, dans les années 80 à la plaine Saint-Denis, une offre des territoires, qui était pleine commune et le département à l'époque, qui a permis à l'industrie du cinéma de se développer l'audiovisuel dans tout ce territoire du nord de Paris. Et là-bas, on retrouve un peu le même genre d'opportunité aujourd'hui avec Cœur d'Essonne. C'est plusieurs atouts importants. Il y a une relative proximité à Paris, parce que même si ça paraît loin comparé à ce qu'on a dit avant, on n'est qu'à 30 km, on est à une trentaine de minutes. C'est un avantage d'infrastructure, puisqu'on est sur un lieu qui est vaste, qui est sécurisé, qui est plutôt calme, qui en plus bénéficie des infrastructures, vous savez, des réseaux, le mot m'échappe, mais c'est VDR ou voirie, VRD, voilà, j'y arrive.
Ça, c'est préexistant, donc il y a quelque chose de technique qui est assez confortable, et puis surtout, l'échange politique, on va dire, au sens large, avec les gens de la communauté d'agglomération. On n'est pas sur un échange avec des partenaires privés purs, auquel cas l'hypothèse elle serait absolument impossible à gérer, ne serait-ce que pour une question de court ou moyen terme. Je peux payer un loyer sur une vingtaine d'hectares, ça serait impossible. Là, on est sur des gens qui font un pari de ville à 5, 10 ou 20 ans, avec une dimension culturelle à l'intérieur, une dimension économique aussi, puisque leur enjeu à eux, c'est de développer toute la retombée du cinéma à côté, c'est-à-dire les retombées en termes de restauration, d'hôtellerie, d'emploi, etc. Voilà. Donc on est sur un échange vertueux à la base. Voilà. Après, reste à convaincre les producteurs à vérifier que les films trouveront toujours le financement, ça c'est ce qu'évoquait Daniel tout à l'heure, mais en tout cas, l'ambition, elle est de disposer aujourd'hui, c'est plus qu'une ambition, c'est un fait, de disposer d'une vingtaine d'hectares et de développer un certain nombre de plateaux. Donc Thierry Semonzac a parlé de ça juste il y a une semaine sur un engagement de 7 plateaux qui couvriraient chacun entre 1000 et 3000 m² de surface. Voilà. Et dans les clients, on parle des films de cinéma, mais on sait tous qu'il y a un secteur qui est en plein développement, ce sont les plateformes genre Netflix, Amazon, Disney, dont la production sur les différents territoires. Donc la France va exploser. À l'heure actuelle, Netflix a, je crois, 7 ou 8 séries en tournage. Dans 2 ans, ils en auront 2 fois plus. Amazon, ils sont au tout début et ils cherchent des 7-8 plateaux parce que les Américains, leur tendance, c'est de dire on loue à l'année, même sans savoir ce qu'on va mettre dedans, parce qu'on ne veut pas se retrouver, comme certains producteurs français, qui, le moment où ils ont besoin d'un plateau de 1500 m², il est pris, ils sont obligés d'aller au Luxembourg. Donc ça, c'est... Là, on est presque dans une course de vitesse pour essayer de répondre à cette demande. Nous, ça va prendre un tout petit peu de temps, parce que les plateaux, il y a en termes de faisabilité pratique un délai d'1 an à peu près, et puis plus les autorisations, on peut rajouter 6 mois. Voilà un peu le timing. Donc il y a un gap entre maintenant et dans 18 mois qui est un tout petit peu touchy, mais c'est mieux que rien. En tout cas, l'idée, c'est effectivement de répondre à cette demande. Mais pas seulement, il y a aussi Warner, Universal, et puis il y a les films français. Alors, on a eu L'Empereur de Paris, le film de Michel Hazanavicius qui était conséquent, c'est fait là. J'ai des approches actuellement pour un film sur la construction de la Tour Eiffel, vous voyez. Il y a effectivement des séries d'époque, il y en a pas mal de projets qui se font sur la Révolution, sur le 19e siècle. Un directeur de production bien connu me disait que la rafle du Veldige, par exemple, qui s'est faite il y a une 12aine d'années maintenant à Budapest, avec le crédit d'impôt aujourd'hui et la possibilité de bénéficier d'un tel espace et puis d'une base de backlot avec des rues pavées, par exemple, ça aurait très bien pu se faire. Enfin, les rues pavées pour la rafle du Veldige, peut-être pas, mais en tout cas, les feuilles de décor existantes et l'espace, la rafle aurait pu se faire à l'époque à Paris. Voilà. Donc, c'est aussi une question d'essayer d'avancer. Alors, justement, Aurélie, vous représentez ces communes, enfin, cette agglomération de l'Essonne et puis la région Île-de-France. Ça fait penser un peu à ce que disait Jérémy, où il y a, en Angleterre, les communes cherchent ce type d'activité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'approche de l'agglomération ? Je vous laisse votre micro. Tout d'abord, j'aimerais, en préambule, remercier les organisateurs, Anne Bourgeois et Emmanuel Schumberger, qui ont su, comme d'habitude, organiser avec beaucoup de ténacité des débats de grande qualité. Et pourquoi ce festival me tient tant à cœur, pour la simple bonne raison, c'est on a la chance d'avoir cette liberté de ton, cette liberté de parole où chacun peut s'exprimer, dire ce qu'il pense. J'ai presque vu une lueur de grands débats sur le crédit d'impôt. Je me suis dit qu'on était nombreux, on allait pouvoir échanger et renvoyer directement nos propositions au gouvernement. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce type de manifestation permet justement de faire ressortir de belles choses, de belles propositions avec des professionnels. Et j'aimerais vraiment saluer ce travail.
Donc effectivement, je suis vice-présidente du département de l'Essonne en charge notamment de la culture, de l'action internationale et du tourisme et conseillère régionale d'Île-de-France. Et je ne peux qu'être sensible, car je suis résolument favorable à maintenir en France de grosses capacités de plateaux. Donc si ces plateaux se font en Essonne, je suis 2 fois plus favorable, puisqu'on sait que l'Essonne a un historique avec le cinéma, avec, comme le disait tout à l'heure Pascal, les anciens studios d'Arpajon qui essayent de se remonter aussi de leur côté de façon plus petite, mais avec un seul plateau, alors qu'il y en avait 4, c'est ça au départ 9. J'étais pas née, c'est pour ça. 9 plateaux au départ et effectivement un autre à la Ferté-Alais. On a en tout cas cette volonté et en tant que vice-présidente du département de l'Essonne, c'est vrai qu'on est en plein, et je vous inviterai d'ailleurs à cette occasion à venir participer au tour de table, de relancer un plan cinéma, car je reste convaincue, après divers échanges que j'ai pu avoir, notamment avec Brie-sur-Marne il y a quelques jours, je pense qu'il est indispensable aujourd'hui que de réfléchir à une politique cinéma globale. On sait que la région Île-de-France soutient énormément la production de films, mais je crois qu'aujourd'hui, les élus doivent travailler en partenariat avec les producteurs, avec les directeurs de studios. On doit tous travailler ensemble pour réfléchir à une nouvelle façon de gérer l'implantation de ces plateaux. Et on sait, sur l'exemple de l'Angleterre, qu'en France, nous avons un gros problème de foncier, notamment en région Île-de-France, vous l'avez dit tout à l'heure, le problème de foncier étant relativement cher en Île-de-France. Je crois que c'est aujourd'hui un réel choix politique que de s'engager à soutenir des studios comme ceux de Brie-sur-Marne ou sur la BA 217. On aurait pu imaginer que la BA 217 devienne un énorme parc à logement. Non, si on développe des activités, c'est un choix politique et là-dessus, la communauté d'agglomération, effectivement, a tout le soutien du département et de la région Île-de-France. Donc moi, en tant qu'élu, vous pouvez compter sur moi comme soutien, car j'y crois. On sait qu'aujourd'hui, le cinéma, on a l'impression que le cinéma, tout va bien, ça génère énormément d'argent. On ne se rend pas compte que derrière, pour qu'il y ait des films, il faut qu'il y ait des plateaux. Il faut qu'il y ait des bureaux de tournage, il faut qu'on puisse tourner en extérieur aussi, parce que ça fait partie des films, et que ça, derrière, il y a cette volonté politique, et que si la volonté politique n'est pas là, ça ne peut pas se faire, et qu'effectivement, les tournages partent ailleurs, et donc c'est une perte d'argent pour la France, claire, puisque en termes de développement économique, parce qu'aujourd'hui, quand on parle cinéma, on parle aussi culture, mais on parle aussi développement économique, et je pense qu'il faut absolument qu'il y ait un soutien réel. Et voilà, vous pouvez compter sur moi, en tout cas à la région Île-de-France, pour relayer le message à la vice-présidente Agnès Egrel, et bien entendu au département. Concernant les futurs grands studios de Brétigny, je serai heureuse de venir les inaugurer à vos côtés. Et en tout cas, le département sera là, effectivement, sur les voiries, c'est le département. Et beaucoup de voiries ont été mises en place autour de la BA 217, puisqu'il y a eu un fort développement économique autour de l'entreprise type Amazon qui s'est installée il y a très peu de temps. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut que le soutien des collectivités aille encore plus loin en investissement, et notamment aussi sur le foncier. Et sur le crédit d'impôt, je me permettrai de rebondir. En ce qui me concerne, je suis 100%, 200%, 300% d'accord avec vous. Je pense qu'il faut arrêter de stigmatiser et de regarder toujours avec une sorte de méfiance ce crédit d'impôt. Je pense que si on veut développer la filière cinéma en France, il va falloir changer un petit peu nos habitudes et changer notre façon de regarder tout ça, et arrêter de penser qu'il y a toujours une arnaque financière derrière. Voilà, donc vous avez tout mon soutien, et je relayerai en tout cas aux personnes à l'Assemblée nationale. Voilà. Aurélie, à Brétigny, c'était des terrains militaires. Maintenant, le foncier appartient à qui? Le foncier appartient à l'Aglo, a racheté le foncier, donc, et développe, donc elle fait une partie développement économique, comme je le disais tout à l'heure, Amazon. Il y a une grosse partie de la BA 217 qui a été réservée à la culture, avec
un très gros festival qui s'était monté, que vous connaissez tous, qui est le Download Festival. Je crois qu'ils vont s'arrêter pendant quelques temps, mais il y aura d'autres festivals qui pourront venir s'installer. Et le projet des studios, voilà, c'est une plateforme effectivement qui est sur l'agglo de Brétigny, mais aussi sur la CCVE, la communauté de communes du Val d'Essonne. Alors je le précise parce que c'est toujours, comme le disait monsieur tout à l'heure, c'est toujours compliqué les histoires de frontières administratives entre agglo ou communauté de communes, mais en tout cas c'est soutenu fortement par le département de l'Essonne. Et l'idée dont parlait Jérémy, de bail à long terme ou de bail, ce qu'on appelle en France amphithéotique, de 90 ans, 19 ans, c'est quelque chose dont on parle dans l'agglomération ou on n'en est pas encore là? Alors, nous, en tant que département, aujourd'hui, on n'a pas ces précisions-là. Mais c'est vrai que je crois que l'exemple de l'Angleterre à ce niveau-là est un exemple intéressant. En France, on a tendance à séparer. Il y a eu en plus plusieurs lois, type loi NOTRe, qui ont empêché certaines collectivités de faire du développement économique. Il y a comment on dit excusez-moi. Cette façon de penser qu'on ne peut pas aider des entreprises privées quand on est une collectivité territoriale, tout ça, c'est des choses qui sont fausses en réalité. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment trouver d'autres systèmes, une autre façon de regarder si on veut que le pays s'en sorte et que les entreprises puissent se développer. Il faut que les politiques et les collectivités territoriales s'emparent du sujet et à un moment donné parlent de façon plus ouverte avec les gens qui veulent s'investir pour le territoire. On va prendre deux questions. Oui, Serge. Donc, concernant les studios dont on a parlé et ce dont vient de parler Aurélie, il faut savoir que les élus locaux sont très impliqués dans le soutien aux studios parce qu'ils savent que c'est un bassin d'emploi. Ils savent aussi que ça amène. Alors, c'est le cas de Brie, mais c'est également le cas d'Épinay, puisque la mairie d'Épinay a retoqué plusieurs fois un projet de. Vous savez que maintenant la rénovation a priori des studios d'Épinay va se faire en s'adossant à la construction sur 20% du terrain d'un hôtel, mais en tout cas la mairie a été très vigilante sur quel allait être cet hôtel et puis extrêmement engagée dans l'idée de conserver ce patrimoine et de garder de l'activité cinéma à Épinay. Et sur le site de Brie, nous avons la présence de M. Jean-Pierre Spielbauer qui est le maire de Brie. Il faut dire que ça fait des années et des années que lui et son équipe mouillent leur chemise pour développer un vrai grand projet qui n'est pas uniquement sur le site des studios de Brie, mais qui globalement comprendrait le site de l'INA et la Villa Daguerre, de façon à trouver une solution pérenne et qui implique de la formation, de l'innovation. Et donc il y a quelque chose qui est en train de se passer là, parce qu'au tout début, Serge a dit que ces studios étaient extrêmement menacés puisqu'achetés par un aménageur, mais il faut savoir qu'il y a eu énormément de travail de fait et nous avons été toujours présents aux côtés de la mairie de Brie pour soutenir et défendre cet outil qui est vraiment un excellent outil. Et donc je pense que M. le maire prendra la parole tout à l'heure, mais en tout cas voilà, c'est pour dire effectivement on a toujours eu le soutien des élus locaux. Alors maintenant il faut que ça se développe. Je pense qu'il y a un appui politique qui est en train de prendre pied au niveau du ministère. Évidemment, au niveau du CNC, on a toujours été soutenu, mais il a fallu quand même leur expliquer longtemps l'intérêt et la qualité de cet outil. Et donc maintenant, il nous faut vraiment que les producteurs reviennent un peu au studio. C'est-à-dire, évidemment, il y a des producteurs qui ont l'habitude de travailler en studio, mais il y en a qui n'ont pas connu, puisque finalement, des années et des années qu'il y a eu une certaine désaffection du studio. Donc il y a des gens qui ne connaissent pas cet outil. Donc il est important, aussi bien du côté des majors, des grandes productions, que des petits producteurs qui redécouvrent l'outil de qualité qu'est le studio. Monsieur le maire, je profite de ce que vous êtes là. Je sais que vous tenez beaucoup à ce que Brie-sur-Marne conserve son activité cinéma. C'est un des temples du cinéma. Il y a une question que je veux poser. Il y a un promoteur immobilier, on rachète la société qui possède le foncier pour faire une opération immobilière, c'est son activité. Mais une opération immobilière qui détruirait les studios. Comment c'est possible d'acheter des terrains
pour faire une opération qui est contraire au plan d'occupation des sols? Excellente question. Le plan d'occupation des sols aujourd'hui, le plan local d'urbanisme de Bry-sur-Marne et de Villiers-sur-Marne, puisque les studios sont à cheval sur les deux villes, ne permet pas de construire de logements. Et donc ils achètent dans l'espoir de modifier les PLU ultérieurement, et donc ce sont des investissements à très long terme. Quand la société Nexity a racheté, c'était pour détruire les studios et construire 2200 logements. Il y a 3 ans de ça. Donc ensuite, ça s'est très mal passé. Ils sont venus, ils ont acheté. Ça s'est très mal passé. Et au bout de quelques mois, on peut dire que ce que vous avez dit au début n'est plus vrai. Les studios de Bry aujourd'hui sont sauvés à 100%. Leur image de marque en prendra un coup tel que c'est pas possible de faire autrement. La deuxième phase, ça a été est-ce qu'on les détruit pour les reconstruire à côté? Est-ce qu'on les détruit à Villiers-sur-Marne pour les reconstruire à Bry? Ou est-ce qu'on les réhabilite? Grâce aux professionnels du cinéma, la réhabilitation aujourd'hui est entérinée, avec une extension. Et donc le projet porte sur 23 hectares aujourd'hui, en lien avec l'Institut national de l'audiovisuel, de façon à développer non seulement les studios de cinéma, l'Institut national de l'audiovisuel qui accueille maintenant toutes les formations, et puis développer un pôle important de recherche, d'innovation autour de l'image du futur. Partant sur l'invention de la photographie, qui est aussi à Bry-sur-Marne avec Daguerre, que les Américains considèrent comme l'inventeur de la photographie et du cinéma. Donc c'est cet ensemble de l'image qu'il faut travailler. Je rejoins ce qu'a dit Madame, il faut travailler tous ensemble. On n'est pas en compétition les uns avec les autres. Il faut que les studios de Bry soient en rapport avec les autres studios au niveau de l'Île-de-France, mais au niveau de la France entière. On a des décors de cinéma extraordinaires chez nous, on a un savoir-faire extraordinaire dans ce domaine-là. C'est une valeur nationale, c'est pour ça qu'on est remonté jusqu'au ministre de la Culture et au président de la République pour défendre cette valeur que la photographie, l'image, le cinéma sont des priorités françaises qu'il faut garder et développer. Surtout, ce sont, on disait, des secteurs qui économiquement, dans les années à venir, vont se développer. C'est même pas la défense c'est pas la défense de musées, c'est la défense de nouveaux emplois et d'activités. Aujourd'hui, ce sont des milliers d'emplois qui sont à défendre. Le cinéma est une industrie. Au moment où on perd nos industries en France, l'industrie du cinéma est aussi importante que l'industrie de l'automobile. 1 euro investi dans le cinéma rapporte 7 euros. Je suis bien placé pour savoir ce qu'il en est du crédit d'impôt, puisque le député de Bry-sur-Marne, c'est Gilles Carrez qui s'en est occupé fort longtemps. Il y avait des velléités de toucher au crédit d'impôt. Aujourd'hui, je pense qu'il est convaincu qu'il faut travailler avec nous pour développer le crédit d'impôt. C'est fondamental ce qui a été dit ce matin. Donc il y a de l'emploi, mais il y a aussi beaucoup de formation. Et donc on travaille beaucoup sur la formation, sur l'image de demain, et beaucoup d'insertion pour les jeunes, et ça c'est aussi très important. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a je prends une question, mais arrivée au bout. Sinon, oui, alors je vais en poser une, justement, de mon côté, Serge, c'est moi qui vais en poser une. Pour rebondir sur les propos du maire, comment on évite justement la cannibalisation des différents plateaux de tournage des régions avoisinant Paris et justement, de ce côté-là, quel est le travail de coopération que peuvent faire les plateaux de tournage? À qui vous... Aux différentes personnalités qui représentent les plateaux de tournage, à Bry, à Épinay. Voilà, comment éviter la cannibalisation justement des offres qui peuvent arriver à vous? Comment vous faites pour travailler en coopération, si vous le faites? Sans la concurrence, là. Je vais vous faire reformuler la question. Pardon. Vous avez parlé de la cannibalisation des autres régions? Non, je disais la cannibalisation des différents plateaux de tournage, parce qu'il y a une activité. Comment vous faites pour vous répercuter justement certaines offres, j'allais dire, de production? Tout à fait, bien évidemment. Comment vous faites pour éviter ça? Parce qu'on a différents plateaux de tournage autour de Paris. Comment vous faites pour vivre, sachant qu'il faut dire... On ne l'évite pas complètement naturellement. On est en plus, nous, en ce qui nous concerne tous les deux, adossés à des groupes dont l'activité principale n'est pas de faire du studio, dont l'activité est de pas que, en tout cas, c'est de louer de la lumière, des éclairages et des caméras, et de la machinerie, des camions, etc. Ça, en ce qui concerne TSF, en tout cas, c'est le plus important. Mais il y a un effet de levier au niveau du studio, donc c'est un point qui est quand même fondamental. Quand on capte un film important, on sait qu'on a plus de facilité à louer le reste du matériel avec. Voilà, c'est l'activité de notre entreprise, si vous voulez, de faire ça, la prestation de service.
Donc il y a une concurrence naturelle qui se joue. Là où on doit faire attention, c'est savoir, comme dans n'importe quel secteur économique, jusqu'où ne pas descendre, jusqu'où ne pas faire une concurrence qui soit porteuse de vices en termes économiques. Voilà. On a des exigences de rentabilité, de gestion. On a un petit barème qui est le prix du mètre carré jour, que tout le monde connaît. En gros, l'idée c'est de tenir autour de 1,60 €. Parfois plus, ça serait bien. Là, on rejoint la capacité de plus. Le problème, c'est plus la capacité des producteurs à avoir les moyens de payer l'outil studio que le problème de nos concurrents en réalité, parce qu'on est tous exactement dans le même bateau par rapport à ça, on a besoin de vivre. Et puis, on a aussi des différences. C'est-à-dire qu'un film qui ne va pas aller à Brie, forcément pour la même raison qu'il va aller à Épinay, il y a des questions de positionnement géographique, des questions de taille de plateau, d'offres d'ateliers à côté, il y a pas mal de paramètres qui peuvent jouer. Parfois c'est la maison, enfin le logement du réalisateur qui joue, vous voyez. Donc on essaie quand même de faire notre métier intelligemment et de pas... Donc, en gros, pour répondre au problème de la concurrence, on est aujourd'hui, moi je sens, sur une offre qui équivaut à peu près une demande. Donc c'est pas mortel, on arrive à peu près à s'en sortir, mais on ne dégage pas de gains suffisants pour vivre bien. Et on s'en sort parce qu'on est adossé à des groupes. Je rejoins tout à fait ce que vient de dire Eric, mais il y a un point quand même qu'il faut souligner, c'est qu'il y a un prix de marché des plateaux européens quasiment aujourd'hui, qui peut varier entre 1,50 € et 2 € globalement, et qui est le même depuis 30 ans. Il faut savoir que là, c'est un système hôtelier, c'est basé sur l'immobilier, et le problème du foncier en Ile-de-France, depuis 30 ans, il a pris en moyenne entre 5 et 10% par an. Et notre prix de marché est resté le même. C'est-à-dire qu'en 90, on parlait en francs, le prix moyen, le prix de marché du studio était 10 francs le mètre carré jour. C'est ce qu'on vendait au quotidien, en pub, en long métrage. Et aujourd'hui, il est entre 1,50 € et 2 €. Donc en 30 ans, c'est là tout le problème. D'où la différence avec les studios anglais qui peuvent être propriétaires de leur foncier. Parce qu'on a le même problème en Angleterre. Moi, quand j'ai créé les studios d'Arpajon en 85, le modèle était anglais. C'est-à-dire qu'en France, l'immobilier grimpait. Et en Angleterre, c'était déjà le cas depuis longtemps. C'est pour ça que les studios se retrouvent à 30 ou 40 km du centre de Londres. Et que nous, Arpajon, on y pensait fortement. Et on s'était mis à 30 km. Voilà. C'était un peu tôt. On va passer à une dernière question. Il y a le délégué général de la FICAM, la Fédération des industries techniques. Et pendant qu'il attend, oui, sur le foncier, les studios à l'étranger, ils possèdent leur foncier, ils l'ont gardé, la valeur du foncier augmente, la valeur de leur actif augmente, mais pas leur coût. En France, ils ne sont pas leur foncier, ils sont pris en ciseaux et ils n'ont rien d'actif. Et un loyer aujourd'hui en première couronne parisienne n'est pas supportable avec un prix de marché assez bas. Oui, bonjour à tous. Moi j'ai entendu des choses très intéressantes et plutôt optimistes sur les studios. Par contre, je ne voudrais pas doucher l'ambiance, mais sur le crédit d'impôt, pour se battre chaque année au niveau du Parlement, le sujet revient et je vous rappelle qu'il n'y a absolument pas d'unanimité, c'est toujours très compliqué au sein du Parlement et que chaque année on doit se battre. Je vous rappelle des articles en particulier de Joe Giraud qui ont été publiés en septembre de l'année dernière. Il considérait que le cinéma était un monde de nantis, etc., etc. Je vous passe le reste. Et cette année, chaque année, ça passe à 2-3 voix près. Donc on a besoin de vous tous pour se battre auprès de vos députés, auprès de vos parlementaires, parce que c'est essentiel que ces crédits d'impôt, comme vous l'avez dit tous, très justement, soient pérennisés, mais c'est loin d'être acquis. Il ne faut pas l'oublier. C'est un sujet qui, malheureusement, est en cause chaque année au Parlement, avec des attaques extrêmement sévères, virulentes, de la part de députés, tant de la majorité que de l'opposition. Oui, quelle que soit la majorité. Il faut vraiment communiquer pour oui, tout à fait. Que les gens commencent à considérer ce que l'industrie rapporte et pas uniquement ce qu'elle coûte. C'est le même problème que pour les intermittents. Ah d'accord, mais c'est un de vrai faire sujet. des économies sur nos acédiques, on ne regarde pas combien on rapporte. Non, mais je suis tout à fait d'accord, mais on doit se battre. C'est aussi le rôle des élus et je pense de porter aussi cette voie-là, c'est-à-dire de communiquer sur le crédit d'impôt qui a un nom qui est peut-être malheureux parce que les gens ont l'impression que le contribuable sort de sa poche l'argent et le donne au cinéma et en jette par les fenêtres. C'est comme ça que Gilles Carrez avait fait un article en septembre. Oui, Aurélien.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure d'ailleurs. Je pense que vous avez au moins 2 élus dans la salle qui portent le sujet. Je pense qu'il faut effectivement aller beaucoup plus loin et défendre une cause. Après, il n'y a aucune cause qui n'est perdue tant que ce n'est pas passé dans le mauvais sens. Donc aujourd'hui, ça passe chaque année de façon très limite. Je pense qu'il faut aller plus loin. Je pense que au-delà de mes mandats, moi j'ai une association que j'ai créée il y a 2 ans de concertation citoyenne où on a fait passer des choses qui étaient totalement hors des radars et qui ne passaient pas et que les élus ne faisaient pas passer, type le mécénat culturel des citoyens, qu'on a réussi à apporter jusqu'à l'Élysée. Et je vous fais la proposition et quand ce sera prêt, je vous l'enverrai, puisque là nous sommes dans d'autres débats, puisque nous avons le grand débat national, mais je vous fais la proposition de rédiger un rapport avec la France Vraiment, le ministère des Citoyens, et de l'envoyer à tous les députés, tous les sénateurs sur le crédit d'impôt, pour essayer de leur expliquer pourquoi, et à ce moment-là, je me permettrai de vous l'envoyer à tous. Comme ça, tout le monde pourra le signer. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut se battre, qu'il faut qu'il y ait des élus qui se battent au quotidien, que je salue Monsieur le maire, puisque c'est des élus locaux, comme l'a précisé tout à l'heure Michel, c'est aussi des élus locaux qui défendent au quotidien leurs industries sur le territoire, parce qu'ils connaissent les gens qui composent leur territoire, les entreprises qui sont sur leur territoire. Et aujourd'hui, il faut faire confiance aux élus locaux. Et ces élus locaux-là, ils ont une voix, et cette voix peut être entendue. Donc merci, monsieur le maire, pour votre engagement, et je vous soutiens pleinement dans votre action. Et il faut arrêter de se faire de la concurrence, effectivement, sur des mesures telles que celle-là pour pouvoir passer à la télé. Je voulais juste pour donner un petit exemple de quelque chose qui existe depuis à peu près, je crois, c'est 2 ans maintenant. Le CNC a rajouté une aide aux effets numériques de 20% en gros, en plus des 30% du crédit d'impôt. L'effet a été radical tout de suite. Tous ces films qui avaient beaucoup d'effets spéciaux, ou même moyennement, partaient au Canada, parce qu'au Canada, le crédit d'impôt était de 50% sur les effets spéciaux. Là maintenant, en plus avec un truc très malin du CNC, c'est si vous prenez 2 prestataires, donc ça fait travailler plus de monde et différent, vous avez 5% en plus. Le film de Michel Hazanavicius, on a 4 millions d'effets spéciaux numériques, on ne les fait pas au Canada. Voilà. Donc c'est vrai que cette histoire d'être par le crédit d'impôt, par les aides du CNC, fait que économiquement, les gens regardent. Qu'est-ce que je vais aller m'embêter, envoyer mon réalisateur au Canada, ça va me coûter cher, les effets spéciaux, l'envoi, la langue, la manière de travailler. Non, je fais le film en France et on fait les effets spéciaux en France et une toute petite partie en Belgique quand même. Mais pour un effet spécial bien spécifique. Voilà. Merci. Oui, mais les problèmes fiscaux au niveau européen, c'est un des problèmes de fond, mais c'est du même niveau que les pays qui mettent des impôts sur les sociétés beaucoup plus bas que les autres, etc. Comme c'est la règle de l'unanimité, il suffit qu'il y en ait un qui ne soit pas d'accord, et c'est bloqué, c'est un problème de fond. Mais vous avez raison, c'est pas normal. Merci. Merci. Merci Serge, merci à tous les intervenants présents de toutes ces personnes qui se battent pour notre French Touch aussi, c'est très, très important. Donc merci à eux d'être venus.